destructrice. Sally l'araignée l'avait fixée sur sa toile et l'avait sucée vivante. Violée, elle se retrouve avec une grossesse. Que faire face à une Sally très puissante parce que fréquentant les gens d'en haut? Se résigner et vivre sa grossesse tout en épargnant l'idée d'infanticide. Entre-temps, fallait trouver un travail pour vivre. Gagné par la frivolité, la légèreté et une autodestruction progressive, Ouli retourne dans la rue, dans la peau de la prostituée et son ventre qui prenait du volume ne la gênait pas devant ses clients. Mais avait-elle le choix? Son métier lui permettra d'économiser de l'argent et d'accoucher loin de son père qui, étant aveugle, n'avait pu remarquer la grossesse de sa fille. Son garçon naîtra et avec lui, elle ne passera que quelques minutes avant de le déposer devant une pouponnière pour qu'il continue sa vie loin du calvaire d'une mère sans moyens et d'un grand-père aveugle. De loin, Sally, la gargotière et gérante de Clando Lépier. Elle n'avait pas fini de se venger et ne tardait pas à dénoncer Ouli à la police pour infanticide. Ouli sera cueillie et incarcérée. Elle se savait innocente, mais pour protéger la vie de son fils, elle préféra garder son secret et purger sa peine. Après 2 ans, 2 mois, 3 jours, elle sera amnistiée sans personne pour l'attendre à la sortie et sans bagage. Naturellement, elle retourne dans la rue, endroit qu'elle connaît le mieux en plus de la prostitution. Elle se frotte à la drogue et retourne à l'hôpital pour une cure de désintoxication. Mais heureusement, il y a Sidiki. Sidiki, le bienfaiteur de Goudiri, qui revient une deuxième fois dans la vie de Oulimata. Oui, parce que quand Oulimata est sortie de l'hôpital, elle a rencontré Sidiki qui travaille là-bas comme balayeur. Donc quand Sidiki a été tenu compte de la vie de Oulimata et de son père, il s'est porté garant pour les prendre sous sa charge. Il les a hébergés, il leur donnait tout ce dont il avait besoin. Il est même allé jusqu'à chercher un travail à Oulimata. Maintenant, on peut dire que la vie de Oulimata était devenue rangée. Son père n'avait plus besoin de manger. Il avait en Sidiki un frère sur qui il pouvait compter. Mais Oulimata pensait par moments que Sidiki avait une autre idée derrière la tête, oui. Peut-être l'épouser. Oui, parce que tout ce qu'elle a eu à vivre, toutes les choses qu'on faisait pour elle, c'était par intérêt. Donc elle ne pouvait pas comprendre qu'il soit aussi gentil avec elle, avec son père. Elle pensait qu'il avait l'intention de l'épouser ou bien il était amoureux d'elle, mais ce n'était pas ça. Sidiki lui a fait comprendre que s'il faisait ça, c'est parce qu'il voyait Ouli et son père comme il voyait Ouli comme sa sœur et d'enfant le père de Ouli comme son père. Oui. Mais quelque temps après, Ouli a commencé à se sentir mal. Quand elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'elle était atteinte du sida. Son bonheur sera très très éphémère. Oui, ce sera de courte durée. Quand elle a découvert ça, elle a décidé d'abandonner son père et Sidiki, puisque maintenant elle avait la certitude que son père était bien pris en charge par Sidiki, que son père avait quelqu'un sur qui compter. Elle pouvait les quitter maintenant puisque sa vie était finie en quelque sorte. Elle a écrit une lettre qu'elle a posée là-bas, expliquant à Sidiki ce qui s'est passé, pas la vérité, mais lui disant qu'il fallait qu'elle s'en aille et que ce n'était pas la peine de la chercher. Là, elle a été internée à l'hôpital où elle passera le reste de sa vie et où elle nous raconte cette histoire le jour de son anniversaire de ses 24 ans. À 24 ans, elle ne sera jamais cette fille rêvée, épanouie, entourée de ses parents. Disons, pour reprendre le titre du premier chapitre de ce livre, sa vie ne sera que perpétuelle lutte, perpétuelle souffrance, la rue, l'hôpital, la prison. Oui, sa vie était... durant toute sa vie, elle a vécu ces difficultés-là. Et sa vie se termine par cette difficulté, par le sida. Donc elle n'a jamais connu le bonheur. Elle a toujours lutté, mais en vain. Le sida, à côté de la stigmatisation. Oui, parce que la société voyait, quand il voyait quelqu'un atteint du sida,
c'était des personnes exclues. La chambre même qu'elle partageait, les malades avec qui elle partageait ça, comme l'homme qui était un homme riche, qui avait des femmes, sa famille, ses femmes l'avaient abandonné là-bas. Le petit Sidi, un enfant de 8 ans, lui aussi, sa mère était décédée 2 mois avant, sa mère était atteinte du sida. Maintenant, son père, on dirait que son père a peur de lui. Il ne vient pas souvent le voir. Donc, ceux qui sont atteints du sida sont mis de côté, en quelque sorte, par la société. La souffrance continue quelque part pour Ouli. Elle n'a plus aucun espoir, peut-être l'espoir de reposer en paix à Tienfala. Oui, reposer en paix à Tienfala, parce que les moments de bonheur qu'elle a eu à vivre, c'est à Tienfala, son enfance. Donc elle a l'espoir de reposer en paix à Tienfala, mais c'est pas sûr parce qu'elle n'avait plus ni amis ni parents. Plus personne ne savait où était Oulimata. Et risquait d'être enterrée comme un anonyme. Oui, c'est ça, anonyme, parce qu'elle n'avait plus personne. Ndeye Fatou, quand on lit ce livre, Le regard de l'aveugle de Mamadou Samb, on retrouve ce visage affreux, très très affreux de la société sénégalaise. Oui, ce visage affreux. De la société africaine de manière générale, oui. Parce que l'histoire commence à Bamako. Parce qu'on se rend compte en lisant cette œuvre que les Africains, en quelque sorte, prennent leur intérêt. Ils mettent leur intérêt en avant. C'est ça, parce que Oulimata, surtout, je parle de notre société, surtout ce que Ouli a vécu ici. Tous les affres qu'elle a eu à vivre ici. Quand elle était à Bamako aussi, un jour, elle et son père sont partis dans les maisons pour demander l'aumône. La dame ouvre et lui dit: tu ne pouvais pas attendre, ce matin tu viens là et maintenant ma journée est gâchée. Elle a refermé la porte. Même le père de Oulimata s'est mis à rire parce qu'il s'est dit comment est-ce que nous pouvons être responsables du malheur qu'elle va vivre dans cette journée. Comme pour dire, la société africaine de manière générale vit de superstitions. Oui, vit de superstitions, comme ce qui s'est passé à Tienfala. Au lieu de se dire que la société avait été causée par ça, ils se disent que il a été coupable. C'est la punition des ancêtres. Ils n'ont pas cherché plus loin. La faute à la société traditionnelle, mais aussi à la société moderne, parce que si cette tranche de vie de Ouli chez Tonton Saliou a été gâchée, c'est à cause des coups d'État. Oui. Parce que Tonton Saliou, qui était aussi dans la politique, parce que lui, il défendait les intérêts de l'opposition. Donc, ceux qui étaient au pouvoir ont voulu gâcher ça et ils l'ont accusé de coup d'État. Il a été arrêté avec sa femme. Et personne ne l'a jamais. Ils n'ont jamais refait surface. Ils n'ont jamais refait surface. Personne n'a su ce qu'on a fait d'eux. Ndeye Fatou, quand vous avez fini de lire le livre, vous avez changé de comportement à l'endroit des mendiants, des aveugles. Qu'est-ce que ça vous a fait? Il y a eu une prise de conscience, quelque chose que vous avez senti après la lecture de ce livre, Le regard de l'aveugle de Mamadou Samb? Oui, parce que moi, toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer et qui ont lu l'œuvre, ils ont été vraiment captivés par l'œuvre. Donc, ce que j'ai pu savoir à travers l'œuvre, j'en tiens compte maintenant. D'accord, en tout cas, vous dire merci beaucoup, merci Ndeye Fatou. J'espère que cet échange a suscité en vous l'envie de lire Le regard de l'aveugle, un livre bien écrit, un livre qui va au fond de la société sénégalaise.